Du coup, merci beaucoup pour ce temps. Moi, je voulais parler de tes deux actualités, du coup, Témaon, qui est Ouais, un peu plus ancien, et les choses immobiles. ouais. Les deux éléments, enfin les deux se passent dans les Caraïbes. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi vouloir parler des Caraïbes aujourd'hui? Alors, plusieurs choses. Plusieurs choses. La première, c'est une question de rééquilibrage des représentations. La science-fiction est largement dominée, alors déjà par le monde anglo-saxon, et puis au sein de nos librairies françaises, par de la science-fiction hexagonale. Euh, Rééquilibrer, ça veut dire réapporter dans cette peinture du réel un pan de la SF qui n'a pas encore été réellement, j'allais dire exploité, mais c'est pas le terme, en tout cas représenté. Voilà, représenté. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment de projeter ces sociétés des Outre-mer, de la Caraïbe, dans un futur, littérairement, chose qui n'a jamais été faite jusqu'à l'heure. Et j'ai trouvé que les deux livres se répondaient d'une façon très différente. Dans Témaon, j'ai trouvé. Alors, je reprends le nom de. C'est pour ça que j'ai pris des notes, j'ai mis des questions, mais voilà. Donc, très futuriste, avec l'en bas Lanville et Ouais, l'en haut Anville, qui ouais. sont les deux aspects de l'île. Donc, les Caraïbes sont devenus une mégalopole Mhm. où il faut aller. C'est le lieu où les gens sont sauvés. On a une immigration Ouais, finalement qui vient d'éléments. Donc, les Caraïbes sont devenus en quelque sorte riches ouais. en tant que Caraïbes, là où dans les choses immobiles, on a plutôt une désertion de tout ce qui est service public, etc. Il y a un peu ce chaud et froid, et on se rend compte dans Témaon que malgré tout, les habitants des Caraïbes sont ceux qui sont finalement relativement laissés sur le bord de la route. Les Euh, habitants, les, en fait, l'Anville d'en bas, ouais. la pauvreté, il y a encore sur les populations qui étaient à l'origine des Caraïbes, où j'ai une Ah, mauvaise lecture. on a cette impression-là, effectivement, parce que le personnage principal qui vit en Balanville, c'est Pat, c'est un militant terroriste qui se cache, qui est poursuivi par la police, et qui, du coup, forcé de se cacher, ne vit que dans les milieux qui sont les plus abandonnés, finalement, les plus laissés pour compte de cette mégalopole de Lanville. Mais en réalité, tous ceux qui habitent Lanville sont caribéens, qu'ils soient d'en haut ou d'en bas, euh, ou même d'à côté, puisqu'on a aussi ces personnages qui habitent Ravinplat, qui est un petit village en dehors de la grille de Lanville. Euh, tout ça fait le monde de Lanville. Donc il y a en réalité cette vision d'en bas pauvre et d'en haut riche, elle est biaisée par le regard direct de nos personnages c'est une narration à la première personne. Donc ce ne sont pas des personnages qui sont objectifs. Ils nous mentent. Ils nous mentent. Et il est beaucoup question de la langue aussi, avec les traductrices, et aussi Ouais. une présence très forte du créole, mais pas uniquement d'un créole contemporain. Tu as aussi projeté le créole dans le futur, Un petit peu, ouais. un petit peu, avec un nouveau langage. Ouais. Et c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti, alors un petit peu moins dans les choses immobiles, où on a Mhm. quelques propos créoles. Finalement, quand on est métropolitain comme moi, le Ou créole, on ne le perçoit hexagonal. pas hexagonal, oui, Ouais. excuse-moi Non, du pas de terme souci. hexagonal. Le créole, on ne le connaît pas, et on a un peu ce sentiment d'être mis sur le bord, Ouais, à la marge. juste à la marge. J'imagine que c'était d'une certaine façon volontaire, ou Oui, voilà. oui, ben, l'acte volontaire lié à ce traitement de la langue créole qui n'est pas traduite, effectivement, euh, c'est de provoquer ce choc relationnel. De, ne, de provoquer un choc relationnel qui soit le plus horizontal possible. Euh, ou en tout cas, qui soit dans ce basculement d'une verticalité où le français, c'est la métropole, la, la langue centralisante, et le créole, la langue de la marge. La langue de la marge que l'on va annoter avec une astérix, que l'on va mettre en italique parce qu'elle est différente. Là, il n'y a pas cette marginalisation de la langue de l'autre. Et donc le rapport, même si on a l'impression
si on est franco-français, même si on a l'impression d'être cette fois-ci nous mis à la marge, en fait c'est un rapport qui est brutalement rééquilibré et qui est déroutant. Et je crois que c'est aussi ce que j'aime moi dans la littérature, et notamment dans les textes d'imaginaire, d'être dérouté par les textes. Alors c'est vrai qu'une fois que je dis ça, on pourrait croire que j'ai pas apprécié, mais Ouais, effectivement j'ai apprécié cette côté déstabilisation de me dire ce coup-ci peut-être c'est moi qui n'ai pas les codes oui, pour le lire. Et c'est vrai que ça apporte un regard, et comme tu disais, on oublie tout ce qui est Caraïbes, on n'y pense pas, et on n'a pas le même traitement, je pense, pour le breton versus le créole. C'est-à-dire qu'on a... oui, oui, il y a de ça. Et tu vois, à partir du choc relationnel se crée ce shift mental, ce déplacement d'acceptation de l'autre. Et donc, on va vibrer, on va vivre le texte avec les nuances qui nous échappent pour petit à petit se les réapproprier. Ou alors, on va se recentrer sur soi, se replier sur soi et être dans la non-relation finalement avec l'autre. C'est tout le propos du bouquin. Ça marche avec le créole, comme ça pourrait marcher avec le breton, le vendéen, l'alsacien. Le provincial, qui est aussi qui est aussi C'est dans le vrai. texte, avec Joe qui vient de Nouvelle-Marseille. Non, vraiment, c'était l'idée de ce bouquin d'avoir cette relation des langues. Et j'ai trouvé que, à contrario, dans les choses immobiles, les îles, les Caraïbes sont plutôt enfin, je vais pas dire en difficulté, mais on se retrouve. J'ai trouvé qu'on était plus proche de l'actualité, un peu de la désertion, comme je disais, des services publics, avec cette difficulté et avec. Alors du coup, je voudrais pas faire de mauvais propos, mais avec le frère qui revient de l'Hexagone Ouais. pour le coup et qui semble en décalage par rapport à son histoire. En décalage, parce que effectivement, lui qui n'a jamais connu ce personnage principal, Charles, qui n'a jamais connu la Martinique, ou en tout cas 3 fois dans sa vie, 3 fois en 30 ans, il le dit, je crois. Euh, il revient, il fait l'expérience aussi de ce choc frontal de la culture de l'autre et de l'état du monde dans lequel il le trouve, dans lequel il trouve l'île. J'ai juste exacerbé un petit peu, extrapolé un peu plus les problématiques auxquelles la Martinique et la Guadeloupe font face actuellement, la crise de l'eau, la crise des hôpitaux. Ce sont des problématiques qu'on retrouve aussi de plus en plus sur le territoire français. Et puis, de ce mal-être sociétal naît une graine maléfique, j'ai envie de dire, hein, celle du fascisme, celle du repli sur soi, euh, celle de l'extrémisme euh, et, euh, et de la polarisation du tout venant de la société. Et ce thème-là qu'on retrouve sur nos îles, on en a aussi un parallèle dans les sociétés hexagonales aujourd'hui. Il a juste fallu pousser un petit peu plus ce curseur de l'extraordinaire, ce curseur de l'imaginaire, pour venir faire exploser tout ça et avoir un enjeu, euh, un conflit dans lequel le personnage principal, qui est déjà en lutte avec lui-même, va devoir du coup euh, euh, gérer en fait, naviguer, un conflit dans lequel naviguer. Oui, parce que c'est vrai que cette exacerbation de la violence, on la sent monter dans les propos, dans la façon dont ça se passe. C'est quelque chose qu'on vit alors en Hexagone, on le vit aussi en Italie, on le vit dans beaucoup de pays, cette montée des extrémistes. Et on n'aurait pas. Alors, j'aurais pas imaginé a priori, et c'est aussi ce que tu voulais montrer, j'imagine aussi cette capacité au niveau de Martinique, Guadeloupe, cette rébellion qui commence à monter aussi puisqu'on Ouais, l'a senti pendant toute la période Covid, il y a eu des manifestations ouais. assez violentes, etc. Aujourd'hui, quelle est la vision des Guadeloupéens, des Martiniquais sur le- l'Hexagone et la façon dont ils sont traités ou pas traités, parce qu'il y a un chômage important, le pouvoir d'achat, etc. C'est une vision qui est très ambivalente et qui va dépendre de. Il n'y a pas de généralité à faire, hein, ça dépend de chaque individu finalement. Euh, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un consensus autour d'un chemin vers euh, ce qu'on pourrait appeler une autonomie, qu'on pourrait appeler une indépendance. Euh, un consensus qui se fait sur comment justement on peut petit à petit euh,
se réapproprier notre propre souveraineté. Euh, Après, voilà, il y a différents chemins pour y aller. Il y en a il y en a qui me paraissent bons, d'autres mauvais. Et j'essaye de les démêler, voilà, dans les choses immobiles du mieux que je peux. Et Charles, qui est le personnage, il est sur le fil tout le temps. Mm. Il se réapproprie sa famille, il se réapproprie sa culture d'une certaine façon. Comment ce personnage fait pour ne pas tomber du mauvais côté? Comment on peut éviter de tomber du mauvais côté de cette violence, de cette réappropriation? Ah, et ben c'est justement en gardant cet état d'alerte, euh, de justesse, de justice, de droiture morale, euh, de droiture dans les valeurs aussi, dans le respect pour l'autre, le respect pour la vie, le respect pour la différence. Euh, et, euh, et, et c'est tout un parcours qu'il va aller explorer, notamment en renouant avec sa propre ancestralité, donc c'est-à-dire la culture finalement euh, qui jaillit de l'histoire des Antilles. Euh, et c'est là où encore une ambivalence se profile, c'est que finalement c'est en faisant ce chemin intérieur qu'on pourrait assimiler à du repli sur soi, qu'il va trouver quelle est la juste expansion pour être au monde. Quand on avait échangé autour de la chronique qu'on avait fait pour Fantastinet, il y avait cette question de propos qui était très ultra-droite Ouais. au niveau du récit. Ça veut dire que cet extrémisme, cette forme d'extrémisme, il peut être présent partout. Ouais. C'est une inquiétude aujourd'hui de ton côté? C'est c'est moins qu'une inquiétude, c'est un constat. C'est un constat que les choses sont là et il va falloir des forces actives pour lutter contre ces polarisations, des forces, des moyens. Euh, et c'est tout le challenge de notre humanité. Et aujourd'hui, alors je vois aussi que tu as le roman de Kim Stanley Robinson, Ouais. entre cette lutte contre toutes formes d'extrémisme, d'où qu'elles viennent, cette lutte pour le climat, toutes ces luttes qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut imaginer en SF un futur positif? On peut l'imaginer. Est-ce qu'on va y arriver? C'est la vraie question. Ah, Et tu parlais aussi plutôt de la représentativité, la ouais, diversité. ouais. Aujourd'hui, c'est des questions qui agitent beaucoup le milieu quand même, de diversité, que ce soit en termes d'afrofuturisme, aussi la présence des femmes, etc. Euh, quels sont les éléments qu'on peut faire, quels sont les leviers qu'on peut avoir pour permettre cette diversité aujourd'hui? Euh, les leviers pour permettre la diversité, c'est... Comment dire? Ou quels sont les freins aujourd'hui qui empêchent cette diversité? Je ne sais pas s'il y a vraiment des... Alors oui, il y a des freins qui sont des héritages de notre système capitaliste tel qu'il a été pensé depuis le XVIe siècle, qui sont des biais sexistes, qui sont des biais racistes. Voilà, le système patriarcal en lui-même ne peut que développer des freins pour tout ce qui est autre à la norme qu'il a, qu'il a convoquée dans son imaginaire. Euh, C'est-à-dire celle de l'homme blanc, tout simplement. Euh, mais ce qu'on observe aujourd'hui, par la polarisation de plus en plus extrême de plusieurs franges de nos populations, de nos sociétés, c'est en réalité un éclatement des collectifs, un éclatement du collectif. Toutes les cultures amalgamantes, euh, uniformisantes, tendent à justement se replier sur elles-mêmes de manière euh, de plus en plus violente et exacerbée. Mais c'est bien parce que à côté de ça, ces absolus qui se tiennent en bastion collectif sont en réalité challengés par euh, des, des individualités.
qui sont autant de manières d'être au monde, autant de différences à soulever, à relever. Et, et le levier, en fait, pour cette diversité, c'est justement bah, la place laissée à toutes à toutes ces individualités, en fait. Voilà, tout simplement. Et de ton côté, la suite, parce que là aujourd'hui, tu as écrit Témaon, tu as écrit Les choses immobiles, mais ce n'est pas les seules œuvres que tu as faites. Quelle est la prochaine étape pour toi? Qu'est-ce que tu as envie d'écrire? Bah, c'est de continuer dans cette perspective afrofuturiste caribéenne, de vraiment développer qu'est-ce que c'est que l'afrofuturisme caribéen. Encore une fois, c'est un afrofuturisme qui diffère de l'afrofuturisme tel qu'il existe depuis 30 ans, puisqu'il prend en compte toutes les cultures qui se sont rencontrées dans la Caraïbe. Et donc imaginer un monde de demain à partir du modèle caribéen, c'est imaginer un monde où justement toutes les cultures sont en présence de manière harmonieuse et, et sont dans une forme de respect mutuel. Voilà, c'est ce qu'on appelle la diversalité. Et c'est justement cet éclatement des collectifs. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à titre personnel? Et ben, du courage pour écrire. Merci beaucoup.